tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur auto-édité Lucille Chaponnet, qui a lancé une campagne Ulule le 3 janvier 2025 pour une intégrale de toute beauté de sa série Prince Vampire et qui durera jusqu'au 9 février 2025. Commençons d'abord par la liste de tous tes romans. Alors, nous avons une fantaisie médiévale qui s'appelle La Cité des Sangs Purs, composée de 2 tomes, un tome 2.5 et un préquel, une trilogie d'urban fantasy Griffes d'encre, une dystopie Les Plaines du Vent, une romantaisie Le Roi Dragon, une trilogie de romances paranormales Les Princes Vampires, les fameux, des romances Noël, Flingue et Chocolat, Collègues et Ennemis, et également des romances fantastiques et réécritures de contes faits à 4 mains avec l'auteur Megara Nolan, avec votre série Il était encore une fois. Le tome 1, c'est Loup-garou et Barésil. Le tome 2, Le djinn et la voleuse. Le tome 3, Vampire, magie et dernier coup de minuit. Et le tome 4, Sirène, trafic et gros calibre. Waouh! Bonsoir Lucille, bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup, bonsoir aussi. Ça va ? Ça va. Alors, je commence à perdre du souffle à force de dire toute la liste de tes beaux romans. Mais depuis quand tu écris pour avoir autant écrit de livres ? C'est une sacrée liste que tu as publiée, ça m'impressionne. Merci beaucoup. Alors, en réalité, j'écris depuis très longtemps. Donc, moi, j'ai 30 ans, ça y est. D'accord. J'écris depuis peut-être mes 11-12 ans. Ah oui. Donc, ça fait un bail. Par contre, les livres que j'ai publiés, c'est pas les livres que j'écrivais à 11-12 ans. La Cité des Sangs Purs, je l'ai commencé, ça devait être en 2018. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai pu. Donc, La Cité des Sangs Purs, c'est mon tout premier. Je l'ai fini en 2019. Je l'ai publié, le tout premier tome, en 2020. Et en 2020, qu'est-ce qu'il y a eu ? Le Covid. Il y a eu le Covid. Oui. Exactement. Et en fait, ça m'a permis de dégager du temps pour écrire le tome 2. Et après, en 2021, j'ai tout lâché pour être autrice à temps plein, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de temps pour écrire, et ce qui explique que je sois, on va dire, assez... que j'ai sorti pas mal de livres. Effectivement, ça donne du temps, et le Covid, effectivement, a poussé certains auteurs à pouvoir prendre le temps pour une fois de se poser et de s'exprimer. Je comprends tout à fait. Et comment t'en as arrivé à écrire ? Parce que depuis 11 ans, t'as eu un sacré parcours avant. Oui, alors, j'ai toujours été une petite fille, la tête dans la lune, un petit peu. Mais j'ai toujours été très curieuse de tout aussi. Ce qui faisait que j'aimais beaucoup 2 choses. C'était m'inventer des histoires dans ma tête, notamment quand ça n'allait pas. Oui. Y a cette idée de s'enfermer dans sa bulle, dans un monde imaginaire qui est plus agréable que la réalité. Oui. Et puis, il y avait, à l'école, moi j'aimais beaucoup les sciences. Donc je me suis dirigée dans des études de sciences plutôt que dans des études de littérature, puisque, comme on le sait tous, le système éducatif français nous dit que l'élite, c'est les scientifiques. Oui. Je crois que... je ne suis pas sûre de ça, honnêtement. Mais peut-être avant, mais maintenant, les mentalités ont changé, j'espère. J'espère aussi. En tout cas, c'est pour ça que pendant mes études, j'ai un peu abandonné tout ce côté très fantaisiste, on va dire, et très littéraire, pour me concentrer sur des études scientifiques. Et ce n'est qu'à partir du moment où, en fait, j'ai commencé à arrêter mes études, ça ne se dit pas. Mais en gros, à partir de mon stage de 5e année, derrière, j'ai fait une 6e année en alternance. Et en fait, ces événements-là de ma vie m'ont fait revenir à l'écriture. Et c'est là où je m'y suis mise pour de bon. Beaucoup plus sérieusement. Voilà. Pour de bon, comme un échappatoire. Wattpad est devenu mon nouvel allié. D'accord. C'était fabuleux. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à écrire, en passant par Wattpad ?
Alors, je suis un peu plus vieille que ça. Mes tout premiers essais de romans, puisque je ne les avais pas finis à l'époque. On connaît cette sensation de commencer un roman et de ne pas le finir et de passer à un nouveau projet après, de le commencer, etc. Ça, je le faisais à l'époque quand j'étais au collège puis au lycée sur Skyblog, qui n'existe plus. Oui. C'est un peu l'ancêtre de Wattpad, et une fois que je m'y suis remise après mes études, Skyblog c'était un peu déserté en fait, et j'ai tout remis sur Wattpad. D'accord. Et comment tu as vécu cette expérience sur Wattpad, puisque tu as le contact plus ou moins direct avec les lecteurs qui te font des retours au fur et à mesure que tu écris? C'était une expérience intéressante? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Je crois que je suis arrivée au bon moment de Wattpad. Je sais pas comment Wattpad c'est aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, il y avait pas mal, notamment d'échanges entre les auteurs. On se centralisait entre nous. Et c'était vachement intéressant d'avoir le point de vue des autres sur l'histoire qu'on était en train de construire. Et surtout, ce qui était bien, et je pense que c'est pour ça aussi que... Alors, La Cité des Sans-Purs, c'est le deuxième roman que je termine, mais ça m'a aidé d'avoir des gens qui attendaient la fin, en fait, de ce roman-là, qui, à chaque fois que je publiais un chapitre, au bout de 24-48 heures, j'avais déjà un ou deux lecteurs qui l'avaient lu et qui me disaient « Ah, je veux trop la suite et tout », même s'il y avait parfois des choses à rectifier, ça m'empêchait pas d'avoir des commentaires qui disaient « Attention à ce point-là », voilà. Au moins, il y avait quelqu'un qui attendait la suite et forcément, ça te donne envie une d'écrire. motivation. Tout à fait, je comprends. Et du coup, comment t'as commencé à être inspirée pour tes histoires? Comment tes histoires te sont venues en tête et que tu t'es mise à les écrire? Ça dépend un peu des histoires. Puisque comme je l'ai raconté quand j'étais plus jeune, c'était un peu mon exutoire. Donc, c'était très lié d'ailleurs aux livres que je lisais à l'époque. À chaque fois que je m'enfermais dans ma bulle, j'empruntais un univers et puis je vivais ma vie dans cet univers-là, qui était un univers généralement de Pierre Bottero ou de Anne Robillard, très fantasy ado, quoi. Et ça a un peu changé en vieillissant. Ce qui se passait, c'est que généralement, j'avais une scène qui m'apparaissait en tête. D'accord. Et je voulais savoir la suite de cette scène. Et c'est ça qui me poussait aussi à écrire, notamment La Cité des Sans-Purs. C'est comme ça que c'est arrivé. J'ai eu la scène du tout début du tome 1. Je savais presque tout de suite après comment ça allait se terminer. D'accord, c'est bien ça. Et je voulais savoir, mais comment on en arrive là, quoi. Donc, j'ai déroulé le fil de cette histoire-là un peu comme ça. D'accord, c'est comme ça que tu t'en es inspirée, je comprends. Et dans tous tes romans, est-ce que tu aurais envie de parler de plus de certains pour nous donner envie de te découvrir un petit peu plus et de les lire? T'as peut-être des petits bébés ou des petits coups de cœur plus précis sur certains de tes romans? Alors, c'est rigolo parce que cette question, on me l'a déjà posée et à chaque fois, la réponse est un peu différente. Il reste quand même un livre qui est forcément... sera le premier dans mon cœur, c'est La Cité des Sans-Purs, c'est le tout premier, c'est de la médiéval fantasy, il mélange tout ce que j'aimais et tout ce que je continue d'ailleurs à aimer. On est sur une fantasy pour grands ados, parce que c'est ce qui m'a un peu manqué quand moi-même j'étais ado, c'est que je trouvais que parfois les histoires elles se passaient trop bien. D'accord. Alors oui, il y avait des doutes au niveau du héros, des fois il se prenait une ou deux claques, mais bon, voilà, il s'en sortait relativement indemne, et ses potes aussi. Et je me suis dit, mais la vie, on s'en sort pas toujours indemne. Ouais. ça donne peut-être pas envie de lire La Cité des Sans-Purs du coup, mais là on y va à niveau... On va pas dire drame parce que je pense pas que c'est le cas, ça reste une fantaisie, mais c'est une fantaisie dystopique avec un côté politique pas très important, mais qui appuie sur ses personnages. Le personnage a envie de protéger ses proches, il y a des meurtres, enfin, là, on va dire que le danger est omniprésent et qu'on sait jamais si les personnages vont s'en sortir. D'ailleurs, aucun d'entre eux
n'est réellement en sécurité, je vous le dis. Aucun. Ça promet. Mais voilà, c'est le premier ouvrage que moi j'ai écrit et c'est le premier où j'ai reçu de bonnes critiques, etc. et qui m'a vraiment, qui mélange tout ce avec quoi j'ai grandi. J'ai déjà cité Pierre Bottero, il y a eu Anne Robillard à une époque, il y a eu Philippe Pullman, plein de choses se sont mélangées dans cet univers-là. Et puis le deuxième, on va rester dans la fantasy, ce qui est rigolo parce que la majorité de ma bibliographie n'est pas de la fantasy. Oui. Mais ça va être Le Roi Dragon, c'est le tout dernier. D'accord. Et justement parce que quand je me suis lancée dans l'écriture à temps plein, ce qui marchait au moment où je me suis lancée, c'était l'urban fantasy et pas la fantasy. Donc je me suis testée à ce genre-là que j'apprécie beaucoup aussi. Mais en fait, ça m'a un petit peu éloignée de la base de ce que j'adorais le plus, on va dire. Et Le Roi Dragon, ça m'a permis de retourner à cette base-là, à ce genre-là qui est mon genre de cœur, quoi. Et je pense qu'il est intéressant de commencer par Le Roi Dragon parce qu'il a un côté très épique. Parce qu'il y a un tournoi mortel où il faut se défendre. Les personnages ont des pouvoirs magiques. Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser ces pouvoirs magiques-là, etc. Il y a des dragons. Et puis, il y a une romance aussi. Alors, une romance adulte. Voilà, explicite. Mais c'est un one-shot aussi. Donc, je trouve que c'est commencer, c'est peut-être pas mal, oui. Voilà, c'est intéressant de commencer par une histoire en un tome unique. D'accord. Et quand tu disais que Sang pur, c'était ton premier roman, ça c'est le premier que tu as mis en forme et que tu as finalisé, mais est-ce que tu te souviens du premier texte que tu as écrit et qui t'a lancé dans l'écriture quand tu avais 11 ans ? Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très bien puisque c'est aussi le premier roman que j'ai terminé. Je remercie Monsieur Bécu, mon prof de français. C'était de 4e. Alors avant, j'avais des univers un peu dans la tête, j'écrivais mon journal intime, de temps en temps, il y avait une ou deux scènes que j'écrivais à droite à gauche, mais mon prof de 4e, du coup, nous a demandé en classe, il avait un projet pour toute l'année où il y avait un cours, je crois 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines qui était consacré à ça, où il nous a dit, voilà, vous avez 1 an pour écrire une histoire. Chouette. Peu importe sa longueur, je vous donne un 20 si vous la terminez. Waouh! C'est un super challenge, ça. C'est un super challenge, surtout pour les personnes comme moi qui se disent mais je veux être la bonne élève qui termine mon histoire. Voilà. Et du coup, j'ai écrit cette histoire qui s'appelle D'un monde à l'autre. Alors là, je vais avoir tous les fans de Pierre Bottero qui vont me dire mais Lucille. C'est vrai que ça m'y fait penser aussi. C'est La Quête des Willan, non, ou un autre? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le sous-titre du tout premier de La Quête des Willan. Et effectivement, franchement, si je le relisais, bon, déjà, c'est avec l'écriture d'une gamine de 12-13 ans, donc je me réveille, je m'habille, je vais prendre ma douche, je vais à l'école. Bon, c'est pas très, très intéressant. Mais effectivement, c'était l'histoire d'une jeune fille qui trouvait une pierre et puis qui était transportée dans un autre univers où il y avait une guerre entre des elfes qui avaient des ailes et puis d'autres créatures magiques et elle s'éprenait du prince. Enfin, c'était quelque chose de... Ça mélangeait un petit peu tout ce que j'aimais à l'époque, Et j'ai terminé cette histoire. Enfin, c'était le tome 1, du coup. C'est bien. Mais j'ai terminé l'histoire. Du coup, tu as eu ton petit 20. Exactement. Ah, félicitations. Merci. Une première histoire aboutie, ça fait quelque chose quand même. Je pense que quand tu as dû, pareil, sur tes premiers gros romans que tu as écrits en tant qu'autrice à temps plein, ça a dû te faire quelque chose aussi. Tu as dû ressentir un truc. Oui, alors c'est marrant parce que moi, ça dépend vraiment des histoires. Il y a des histoires où j'ai l'impression de vivre la fin parfois même la fin d'une saga comme si j'étais détachée de moi-même et je m'en rends pas compte. Je pense que je me rends toujours pas compte, par exemple, du tome 3 de Griffes d'encre. Oui.
j'ai pas eu d'émotion particulière sur le coup, alors que le tome 2, par contre... Ça t'a fait quelque chose. Ah là là, et puis pareil, le tome 1 de La Cité des Sangs Purs, et même le tome 2, c'était quelque chose, et pourtant, il y a des histoires où vraiment on a l'impression qu'il s'est passé un truc incroyable, on sait pas trop comment digérer ses émotions, parce que généralement, le final, c'est là où il y a le plus d'émotions en plus. Donc on doit tout donner. Gérer tout donner, puis aussi tout ressentir. Donc c'est très fort. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, il y a des fois où on passe totalement à côté. Ah. Et c'est peut-être... Enfin, je le dis pour les auteurs qui écoutent, ça arrive. Ne vous en voulez pas. Il y a des fois, on ressent pas ce qu'on aurait aimé ressentir, mais ça n'enlève pas le plaisir qu'il y a eu tout au cours de l'écriture. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi parfois écrit des scènes qui étaient très marquantes pour nous et qui sont pas forcément à la fin et qui nous ont fait ressentir des tonnes d'émotions. Et tu te souviens justement de ton livre qui t'a le plus marqué pendant l'écriture? Tu sais, quelque chose que tu aurais vécu de vraiment particulier avec celui-là qui t'aurait rendu très heureuse ou très triste peut-être, mais un lien très très fort avec un de tes romans? Il y en a eu plusieurs. D'accord. Il y en a eu plusieurs. Forcément, La Cité des Sangs Purs, la fin qui m'a brisé le cœur. Mais ces émotions-là, en fait, La Cité des Sangs Purs, ça fait quand même plus de 5 ans que j'ai fini de l'écrire. Ça remonte un petit peu. Mais je me souviens aussi très bien de la fin de Sang d'encre, du coup, le 2e tome de Griffes d'encre. Parce que c'est... Je sais que c'est le genre de scène que moi j'apprécie de lire dans un roman, même si ça me détruit. Alors, il faut savoir que moi je suis une autrice, j'adore pleurer, même en tant que lectrice. Donc, les scènes qui font pleurer, c'est mes scènes chouchoutes, même si ça me met en PLS et en déprime totale. Je sais pas pourquoi c'est mes préférés. Donc, il y a Sang d'encre où j'ai vécu quelque chose. La fin, je l'ai vécu dans une bulle d'émotions qui était très intense. Il y a eu le tome 2 des Princes Vampires. Oui. C'est pareil, la fin... très horrible. Ah, d'accord. Moi, je la vois très bien, cette fin-là, et je suis là, à chaque fois, je me dis... À chaque fois que je la relis, je pleure, enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'était aussi très, très intense. Et quelque chose qui m'a étonnée, c'est Le Roi Dragon. Le Roi Dragon, c'est pas la fin, c'est tout le début, toute la première moitié du livre. Oui. C'était assez incroyable parce que ça venait tout seul. C'était très fluide et j'avais l'impression d'être vraiment immergée avec mes personnages. Et comme c'est une sensation qui a duré relativement longtemps, c'était très agréable à vivre, même s'il ne se passe pas des trucs, je veux dire, très sympathiques tout du long, hein, mais c'était une expérience aussi. D'accord. Et là, justement, comme tu as lancé ta campagne Ulule, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette campagne et de ta série des Princes Vampires ? Oui, je peux. Alors, les Princes Vampires, c'est de la romance paranormale où on va suivre 3 frères. Donc, il y a un tome par frère, mais tous reliés par un fil rouge. De toute façon, ils sont tous dans l'ordre chronologique des événements. D'accord. Le tome 2 arrive juste après le tome 1 et le tome 3 juste après le tome 2, donc on ne peut pas les lire dans le désordre. D'accord. Mais à chaque fois, on change de point de vue. J'avais envie de faire un petit peu de complot de cours avec des vampires parce que on aime bien les créatures surnaturelles ici. Oui. Et de voir ce que ça pouvait donner en instillant aussi une bonne dose de romance parce que voilà, je suis également une romantique dans l'âme. C'est mes 2e passages préférés. Hein. D'accord. Ce qui fait pleurer et tout ce qui est romance. Ce qui fait battre notre petit cœur. Voilà, exactement. Et donc, j'ai voulu tester ce mélange des 2 genres. Et en fait, c'est une série qui va un peu en crescendo. Enfin, pas un peu d'ailleurs, qui va en crescendo dans son exécution. Et au tout début, on va suivre l'aîné des 3 princes vampires, parce qu'ils sont 3. C'est les 3 héritiers du trône, mais bon, l'aîné, c'est celui qui est censé s'installer sur le trône. Tout à fait. Et il s'avère qu'il va se faire, en quelque sorte, piéger
Et si on découvre ce que ce piège a pour conséquence, lui et sa famille, grosso modo, selon les règles des vampires, ils seront tués et destitués. D'accord. Donc, le but de l'héritier et de ses deux frères, ça va être de cacher tout ça comme ils peuvent et de sauver leur famille, tout en évitant les autres complots de la cour qui sont en train, forcément, de se mettre en place. Et donc, on a un côté très famille, on n'est pas sur des frères qui vont se tirer dans les pattes, ce qui pour moi est quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'on présente dans les livres, en fantasy, on a souvent soit des familles dysfonctionnelles, soit des familles qui n'existent plus. C'est vrai. Et je voulais montrer aussi qu'on pouvait avoir des liens familiaux dans l'adversité, mais que c'était pas si simple que ça, parce que chacun a son caractère, chacun a sa manière de réagir, et puis au vu des événements qui se passent dans les Princes Vampires, on a quand même des événements qui vont les bouleverser. D'accord. En plus, il y a des romances impossibles. Alors comment est-ce qu'on fait quand il y a un complot d'un côté, puis de l'autre côté, la personne qui nous intéresse, on est sur du Roméo et Juliette. C'est des choses qui... Oui. Voilà. C'est prometteur. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on s'en sort? Et au vu des événements qui se passent, comment ne pas basculer aussi dans la folie? Comment garder ses valeurs? Comment... Et puis surtout, comment sauver tout ce petit monde? Parce qu'au-delà de la cour, les conséquences qu'il y a quand on fait partie de la royauté, c'est tout le royaume. Oui. Donc, éviter la guerre, ce genre de choses, c'est bien aussi. Oui, c'est comment on dit déjà, de grands pouvoirs demandent de grandes responsabilités, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. D'accord, j'imagine. Et ça se passe bien ta campagne pour le moment? Oui, pour le moment, on est presque aux 13 000 €, ce qui est plus que les 400%. On a débloqué le jaspage, on a débloqué les pages de garde en couleur, on a débloqué le premier overlay. C'est génial ça. Il y en a 2 autres à débloquer, donc c'est très chouette. Il y a eu un gros engouement au début, et j'en remercie beaucoup les personnes qui ont déjà participé, puis celles qui ont envie de participer, puisqu'il y en a pas mal qui attendent d'avoir leur salaire. J'imagine. Tout à fait. Ça se passe très bien et je suis très contente parce que c'est une saga qui n'a pas très bien marché à sa sortie. Ah mince. Mais qui a de très bons retours. Succès quand même. Voilà. Et je voulais lui donner une vraie chance avec un beau objet livre. Et a priori, j'ai pris la bonne décision puisque l'objectif est atteint. Donc, il sera imprimé sous sa plus belle sa plus belle enveloppe. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et puis en plus, on a dépassé le stade aussi où moi, je me rémunère sur cette campagne. D'accord. Et ça, c'est bien aussi. C'est très positif, effectivement. Voilà. Oui. Et maintenant, si on passait à ton actualité, hormis du coup ta campagne Ulule qui est quand même très importante et qui dure jusqu'au 9 février, je le rappelle, qu'est-ce que tu as prévu d'autre comme sortie dans les jours, les mois, les semaines à venir? Alors peut-être pas dans les jours parce qu'effectivement, malheureusement, un livre ne s'écrit pas en quelques jours. J'aimerais bien. Je crois qu'on aimerait tous. Alors le prochain événement, c'est rigolo parce qu'il va se produire en même temps que la campagne Ulule des Princes Vampires. J'ai signé en début 2024 avec une maison d'édition pour mon one-shot dystopique qui s'appelle Les Plaines du Vent. D'accord. Donc, c'est un livre Merci beaucoup. Alors, c'est rigolo parce que je rebondis. On me dit beaucoup félicitations d'avoir signé en maison d'édition. Le travail que j'ai fourni pour la maison d'édition n'est pas différent de celui que je fournis sur mes autres. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, c'est la petite parenthèse de quand on est un auteur auto-édité qui fait les choses de manière professionnelle, en fait, il n'y a plus de différence entre si notre texte est en maison d'édition ou si notre texte est en auto-édition. Encore faut-il, je suis d'accord, faire toutes les étapes, mais voilà, c'était la petite parenthèse. Pas de souci. Mais oui, j'ai signé avec le Héron d'Argent.
Et ils sortent du coup Les Plaines du Vent, qui est une dystopie. Donc c'est un peu plus difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été en maison d'édition. En tant qu'auteur auto-édité, c'est pas le genre qui marche le plus. D'accord. Tandis que c'est un genre qui ressurgit en librairie. Donc c'est intéressant aussi d'aller toucher ce public-là et de se diversifier. Bref, je ne sais plus où j'en étais. Mais on parlait de la sortie de ton livre voilà. Les Plaines du Vent. Tu sais quand est-ce qu'il va sortir, la date officielle et tout? Alors la date officielle, je ne l'ai pas. Par contre, ils vont faire eux aussi une campagne de précommande sur Ulule qui débute le 3 février. D'accord. Bon. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Les Plaines du Vent, c'est un one-shot, du coup un tome unique de dystopie young adulte, donc à destination d'ados et d'adultes, où on va suivre en fait une société qui vit sous des dômes en plein milieu d'un univers totalement désertique. Et cette société est ultra technologique, mais pour faire tourner ces technologies, ils ont besoin de ce qu'ils appellent des AFA. Les AFA, ce sont des chevaux qui possèdent un ou plusieurs des 4 éléments. Donc il y a un petit côté fantasy. D'accord. Forcément, j'aime la fantasy. Oui, j'imagine. Et on imagine très bien nous en tant qu'êtres humains ce qu'on pourrait faire de chevaux élémentaires, hein, voilà. Et on va suivre Vania, qui est une jeune fille qui va devenir chasseuse d'AFA. C'est une place très très prestigieuse dans cette société, mais elle va sans doute se rendre compte que ce qu'on lui a vendu, c'est pas forcément très bien, ce n'est pas forcément éthique, et c'est une place qui n'est pas forcément aussi belle qu'elle prétend l'être. D'accord. Donc voilà, c'est un livre qui sera édité sous format relié avec Dorure et Jaspage. J'ai signé une version un petit peu collector. Et c'est un livre qui était déjà sorti en auto-édition, qui avait déjà eu d'ailleurs sa campagne Ulule, qui avait très bien fonctionné à l'époque. Pour ceux qui ont déjà lu l'ancienne version, sachez que la nouvelle version a été augmentée, notamment d'une sorte d'épilogue qui se passe plusieurs années après. Certains lecteurs m'ont demandé une suite aux Plaines du Vent, puisque c'était une fin ouverte à la base. Maintenant, ce n'est plus une fin ouverte, puisqu'on sait ce qui se passe plusieurs années après. D'accord. Donc, ça permet de bien clôturer l'histoire. Donc déjà, il y a ce bonus-là. Et la maison d'édition m'a demandé d'ajouter certaines scènes, notamment un petit peu au niveau de la romance qui est à l'intérieur, qui était secondaire avant, qu'il est toujours, mais qu'il y a un peu plus de scènes, de descriptions, etc., etc. Donc, pour tout avouer, on était sur une base de 70 000 mots à la base, sur le texte fini des Plaines du Vent auto-édition. Aujourd'hui, on est sur 90 000 mots. Ah oui, donc on a eu quand même une bonne version augmentée, ça. Voilà, exactement. Donc, on retrouve la même histoire, les personnages n'ont pas changé, la trame n'a pas changé, mais il y a eu des bonus ajoutés, donc voilà. Ça peut que lui donner encore plus d'ampleur et donner encore plus envie de le découvrir, justement, pour ceux qui l'ont déjà lu, toutes ces parties que tu as dû compléter. Donc voilà, la curiosité va être sacrément importante, je pense. Et justement, avec tous ces livres, toutes ces sorties, ces campagnes Ulule, est-ce que tu as prévu des salons ou des séances de dédicaces prochainement pour qu'on puisse te retrouver ? Oui, alors la prochaine séance de dédicace, elle est dans pas très longtemps, elle est le 8 et le 9 février à Lyon, à Yggdrasil. Wow. Alors, j'aurai pas la version reliée des Princes Vampires, évidemment, mais j'aurai tous mes autres ouvrages. J'aurai pas non plus d'ailleurs Les Plaines du Vent dans sa nouvelle version. Je fais aussi, un mois plus tard, en fin mars, la Love Story à Mons, en Belgique. D'accord. Peut-être que j'aurai Les Princes Vampires reliés, je peux pas le garantir, mais ça peut se tenter. J'aimerais beaucoup avoir les Imaginales en mai, puisque c'est un salon que j'adore. J'adore. J'y suis déjà allée 3 fois. Ah oui. J'aimerais bien que ce soit la 4e, puisque là, c'est sûr, j'aurai Les Princes Vampires et j'aurai probablement Les Plaines du Vent aussi, donc ce serait fantastique. Quoi d'autre? En été, normalement, je suis souvent dans le sud, à Aigues-Mortes, au festival médiéval d'Aigues-Mortes, et à celui de Brignoles. C'est pas loin de Marseille.
Donc l'un est plus vers Nîmes, l'autre plus vers Marseille. Et ça fait déjà beaucoup de salons. Oui, effectivement. Moi, je sais que je t'avais rencontré en avril l'année dernière au Salon du Fantastique à Paris. Oui. Tu m'avais passé les griffes, le premier tome de Griffes d'encre. Du coup, celui-là passe cette année? Alors, je pense pas. En tout cas, je n'ai pas postulé. Je ne sais pas encore si j'y vais avec quelqu'un d'autre ou pas, mais je n'ai pas postulé parce que les prix ont triplé. Oula. En un an pour les stands pour tous les stands d'ailleurs. Donc, ils étaient déjà chers l'année dernière. Alors, x3, c'est juste... pas possible. Je n'obtenais aucun bénéfice à y aller et c'est de la route, c'est de la fatigue. Donc cette année, malheureusement, Paris, c'est pas rentable. C'est pas le bon choix. Je comprends. Voilà. T'inquiète. Et si on passait à la question conseil, est-ce que tu aurais des lectures ou des conseils d'écriture ou les deux à nous transmettre? Ouh là là. La grande question du jour. Alors, en écriture, le souci, je trouve, des conseils d'écriture, c'est qu'on est tous très différents et ce qui va marcher pour moi ne va pas marcher pour les autres. Tout à fait. Donc, et même ce qui marche pour moi sur un livre ne fonctionnera pas sur moi sur un autre livre. Je teste ça depuis 2 ans, c'est fabuleux. Les méthodes que je pensais pouvoir marcher, elles ne marchent plus. Donc, il faut sans cesse que je me réinvente. Donc, peut-être que le seul conseil écriture que je peux donner, c'est n'hésitez pas à vous réinventer. Parfois, un projet ne fonctionnera pas du tout pareil que le précédent. D'accord. Ni d'ailleurs que le suivant. En plus, moi, je suis un peu jardinière, donc voire beaucoup jardinière. Donc, pour tous les jardiniers, le seul conseil que j'aurais, c'est d'avoir un fichier à côté de son fichier d'écriture pour noter les détails de l'univers qui vous viennent petit à petit. Et pour compléter aussi les fiches des personnages petit à petit pour pas s'embrouiller. Oui, c'est un bon conseil, ça. Voilà. Après, le meilleur conseil que je peux donner, mais c'est de manière générale, c'est ce qui, moi, m'a le plus aidé dans mon métier d'autrice, c'est de savoir bien s'entourer des bonnes personnes et de personnes qui sont motivantes et qui vous aident à avancer. Moi, j'ai mon petit club de copines. On s'entraide beaucoup. On s'écrit tous les jours, d'ailleurs. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, ça, c'est un peu plus général. Les personnes qui vous freinent, généralement, il vaut mieux prendre du recul vis-à-vis d'elles parce que normalement, dans tout ce qui est amical, etc., le but, c'est de s'entraider et d'aller de l'avant ensemble. C'est pas de se tirer en arrière. Oui, j'imagine. Voilà. Et en termes de lecture, il y en a plein. Alors moi, j'ai grandi avec Pierre Bottero. Alors déjà, si jamais vous n'avez pas lu Pierre Bottero, c'est du jeunesse. Quoique le Pacte des Marchands, c'est peut-être même du young adulte. Mais il a une plume... je trouve que c'est le parfait équilibre entre poétique et fluide, en fait. Quand on le lit, ça se lit tout seul et en même temps, il y a une certaine poésie dedans qui donne envie d'en savoir plus. Voilà, tout à fait. Vraiment, c'est mon auteur chouchou. C'est avec lui que j'ai grandi. Donc voilà. Sinon, lisez de tout. Ça aide aussi à ne pas rester dans les mêmes carcans de création. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la passe miroir parce que c'est un monde qu'elle a créé à l'époque, qui est tellement différent de ce qu'on lit d'habitude. C'est un de mes plus gros coups de cœur des dernières années. Lisez aussi des auteurs auto-édités. Moi, tout à fait. Parmi les auteurs auto-édités, aussi une claque. Ronce d'or, l'ours et la renarde. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je suis pas fan du tropes enemies to lovers parce que je trouve que généralement on explique le passage de l'enemies au lovers, c'est trop, le gap est trop facile, tandis que dans l'ours et la renarde, déjà on sait jamais quand ils passent d'enemies à lovers parce que ça change tout le temps.
ça change tout le temps et c'est tellement bien construit. C'est la relation amoureuse la mieux construite que j'ai lue de ces dernières années. Mhm. Et c'était juste... Ah, c'est incroyable. Et puis même l'univers, il n'est pas aussi complexe que l'univers de La Passe Miroir, mais il est unique en son genre. Et puis la plume est très très jolie aussi, donc ça n'enlève rien. J'imagine. Donc voilà, en termes de lecture, n'hésitez pas à élargir vos horizons, même si c'est des lectures qui, à la base, vous font dire oula, ça a l'air un peu trop unique en son genre, un peu trop original. Est-ce que je le tente, est-ce que je le tente pas? De toute façon, un livre, je vais peut-être me faire des ennemis, mais si vraiment on n'aime pas, ça se DNF, ça s'arrête. Oui, c'est vrai. On passe à l'histoire suivante. Donc on perd normalement pas trop de temps à tester quelque chose. D'accord. Si maintenant on veut te chercher quelque part, où est-ce qu'on peut te trouver pour avoir ton actualité, connaître un peu plus tes romans? Je suis beaucoup sur 2 plateformes qui sont Instagram, c'est ma plateforme de cœur, et TikTok, qui a beaucoup émergé ces dernières années, où j'essaye de me faire ma petite place. Donc ces 2-là, c'est au niveau réseaux sociaux, c'est quand même plutôt bien placé. Et sinon, j'ai un site internet. Alors, il est mis à jour moins souvent, mais on y trouve ma boutique en ligne où on peut commander des exemplaires dédicacés avec les goodies. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. C'est tout simplement mon prénom et mon nom attachés, lucillechaponnet.com. Ok. Voilà, tout simple. Et pour Instagram, c'est lucille-8, ch-8, auteur avec un E à la fin. Tout à fait. Voilà. C'est la même chose pour TikTok, je crois. Donc, généralement, si on cherche Lucille Chaponnet, on te trouve. On trouve, voilà. Ça marche. Est-ce que tu as quelque chose que tu as encore envie de partager avec nous? Ou est-ce que tu nous as tout dit? Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses parce que je suis très bavarde. Mais en tout cas, n'arrêtez jamais de rêver. Et si vous avez une histoire en tête, ne soyez pas bloqués en vous disant que ça va être nul, parce que de toute façon, toutes les histoires sont uniques, même s'il y a des tropes, même s'il y a des choses qui ont déjà été vues, la manière de la raconter n'est jamais la même. Et c'est pas le regard des autres qui doit vous empêcher de kiffer. Ok, voilà. Kiffons tous. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Lucille. Voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci, Lucille, d'être venue nous parler de toi et de tes œuvres. J'ai beaucoup aimé ton histoire Griffe d'Angle que je te disais avoir acheté au Salon du Fantastique quand on s'est rencontrés la première fois. Et j'ai hâte de pouvoir lire les autres, notamment, je pense, Le Roi Dragon qui me tentait bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver Lucille sur sa page Instagram, lucille-8, ch-8, auteur avec un E, et sur son site internet, lucillechaponnet.com. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.